Bonjour à tous, bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Voici les titres de l'actualité. Xi Jinping met l'accent sur l'intégration d'une conception de haut niveau et des conseils du public pour améliorer les conditions de vie du peuple chinois. Tension Chine-USA, TikTok a conclu un accord avec deux sociétés américaines. Pas de quoi rassurer le président américain qui s'en prend maintenant aussi à WeChat. Un ancien basketteur de NBA crée un scandale sexuel en Chine. Le joueur est banni à vie de la Ligue chinoise. Espace, la Chine va tenter d'aller extraire des ressources à la surface des astéroïdes avec le lancement de son tout premier robot de minage de l'espace. À la fin de ce journal, nous voyagerons au sud des nuages, à la découverte des horizons perdus de Shangri-La. Lors d'une réunion organisée jeudi dans la province chinoise du Hunan, le président chinois Xi Jinping a appelé à intégrer plusieurs recommandations dans la compilation du 14e plan quinquennal, notamment l'amélioration d'une conception de haut niveau et la sollicitation des conseils du public, tout ça pour améliorer les conditions de vie des Chinois. Jeudi, lors d'une réunion organisée dans la province du Hunan avec des représentants du peuple chinois, Xi Jinping, également secrétaire général du comité central du Parti communiste chinois et président de la commission militaire centrale, a déclaré que la réalisation de l'objectif d'améliorer la vie du peuple chinois passe par les conseils des représentants afin de les intégrer dans le 14e plan quinquennal. Durant la réunion, 10 représentants ont fait part de leurs suggestions sur l'éducation rurale, la réduction de la pauvreté à travers le soutien industriel et le développement des micro- et petites entreprises, entre autres. Notant que leurs idées reflétaient mieux les réalités à l'échelon de base, Xi Jinping a exhorté les départements concernés à étudier minutieusement et à assimiler pleinement ces suggestions. La Chine est toujours dans une période importante d'opportunités stratégiques pour le développement, mais fait face à de nouvelles opportunités et à de nouveaux défis. Il a ajouté que le peuple était uni dans les difficultés et les épreuves, a travaillé dur et a apporté des contributions importantes. Il a déclaré que lors de l'élaboration du plan pour la période du 14e quinquennat, des efforts doivent être déployés pour améliorer les maillons faibles liés aux moyens de subsistance du peuple, tout en poursuivant le développement de haute qualité, afin que la population ait toujours un sentiment plus fort de satisfaction, de bonheur et de sécurité. Il a également appelé à davantage de mesures ciblées pour accomplir les tâches appropriées. Le président a souligné l'importance de consolider la gouvernance à l'échelon de base. Il a exhorté les membres du parti et les fonctionnaires à jouer un rôle exemplaire, les législateurs à renforcer leurs liens avec le peuple et les conseillers politiques à mieux communiquer avec le peuple et à mieux le servir. La plateforme de vidéos chinoise TikTok a publié un communiqué samedi. Elle a déclaré être heureuse qu'un accord conclu par sa société mère chinoise ByteDance avec Oracle et Walmart résoudrait les inquiétudes sur la sécurité de l'administration américaine et réglerait les questions relatives à l'avenir de TikTok aux États-Unis. L'application de messagerie chinoise WeChat est maintenant aussi dans le collimateur des USA. Samedi, TikTok a publié un document qui laisse enfin entrevoir la sortie de crise pour TikTok. Le président américain a exprimé son approbation d'un accord qui permettrait à l'application de partage de vidéos TikTok appartenant à la Chine de continuer à fonctionner aux États-Unis. La maison mère de TikTok a proposé à Oracle d'être son partenaire technologique privilégié et à Walmart d'être son partenaire commercial aux États-Unis. Les deux sociétés américaines pourront acquérir jusqu'à 20% du capital de TikTok global avant une éventuelle entrée en bourse. Oracle a annoncé qu'elle en prendrait 12,5%, Walmart 7,5%. Avec les fonds General Atlantic et Sequoia, déjà investisseurs dans ByteDance, la part totale des investisseurs américains pourrait s'élever à 53% selon le Wall Street Journal, contre 36% aux Chinois. Dans ce sens, l'accord répondrait donc aux exigences de Washington qui souhaitait que les activités américaines de TikTok soient contrôlées par des Américains. Donald Trump a laissé entendre samedi que l'accord était de nature à régler les problèmes. Dans la foulée, son administration a d'ailleurs annoncé que le retrait de l'application des App Store décidé vendredi était reporté au 27 septembre, au moins le temps d'étudier tous les détails du compromis. ByteDance se serait engagé à embaucher au moins 25 000 personnes aux États-Unis et à ouvrir un nouveau siège au Texas.
L'administration Trump menaçait de bloquer TikTok sur le territoire américain car il soupçonnait ByteDance d'être lié au gouvernement chinois sans aucune preuve. Vendredi, elle avait décidé d'interdire l'application ainsi que celle de WeChat sur les App Store américains. Dimanche, une juge californienne a suspendu l'interdiction de télécharger l'application WeChat appartenant au géant chinois Tencent. Aux États-Unis, 19 millions de personnes utilisent les services de WeChat pour leur messagerie, leurs achats ou leurs paiements. L'interdiction de téléchargement avait été contestée en justice par un groupe d'utilisateurs. Le cas WeChat n'est donc pas encore réglé. Quand on entend parler des anciens joueurs NBA en Chine, c'est souvent après un énorme nombre de paniers inscrits. Mais ce week-end, Ty Lawson est au cœur d'un scandale dont la Ligue chinoise se serait bien passée. Cette affaire pourrait bien marquer la fin de la carrière du basketteur. Vu de l'extérieur, la vie des anciens joueurs NBA partis en Chine est plutôt belle. Ils évoluent dans un championnat au niveau relativement faible, ce qui leur permet de briller comme rarement ils l'ont fait dans leur carrière, et donc de devenir des superstars, voire même des légendes vivantes pour certains. C'est par exemple le cas de Stephen Marbury, ancien All-Star sous le maillot des Knicks, qui est devenu une véritable icône dans l'empire du milieu. Avec les Beijing Ducks, il a par exemple sorti une saison à 29,5 points de moyenne et sa statue trône désormais à l'entrée de l'arène. Une comédie musicale sur sa vie existe même. Malheureusement, tous les cas ne révèlent pas du conte de fées. Pour Ty Lawson, l'histoire vient même de tourner au cauchemar. En effet, l'ancien meneur des Nuggets, expatrié depuis 2017, vient de se retrouver au cœur d'un immense scandale. Sur Instagram, il a eu des commentaires plus que douteux sur les femmes chinoises, avant de poster cette story tout aussi discutable. Ty Lawson n'a peut-être pas réfléchi à deux fois avant de poster sur son Instagram une photo de lui avec une jeune femme, le postérieur collé à son entrejambe. Cette affaire a eu un retentissement monstre puisque Ty Lawson est une véritable superstar du championnat de Chine de basketball. La saison passée, avec les Fujian Sturgeons, il marquait environ 27 points par match, un nombre qu'il ne pourra jamais améliorer car il était banni à vie de la Ligue chinoise. Une sanction jugée exemplaire après ce débordement. Le joueur va devoir aussi faire face aux insultes de certains fans chinois dans les commentaires de ses réseaux sociaux. Cette affaire pourrait bien marquer la fin de carrière de l'ancien joueur des Nuggets. La NBA ne semble plus forcément compter sur lui et la Chine vient de lui fermer ses portes. Il ne lui reste que l'option Europe ou Australie. Malgré son talent certain, Ty Lawson a encore fait parler de lui pour ses mésaventures en dehors des parquets. Ça ne roule plus très bien pour les pneus européens. Deux ministres français se sont rendus lundi dans l'usine de pneumatiques de Bridgestone à Béthune dans les Hauts-de-France. Le gouvernement tente de peser sur le destin de cette usine que la direction voudrait fermer. La Chine, elle, n'a pas ce problème. Elle a bâti en 20 ans une industrie de pneus qui aujourd'hui est massivement rentable. C'est un classique, une usine ferme, les pouvoirs publics s'insurgent, les élus locaux assurent qu'ils ne se laisseront pas faire. C'est exactement ce qui s'est passé depuis l'annonce de la fermeture totale du site mercredi dernier. Mais il y a dans tout ça beaucoup d'hypocrisie. D'abord parce que si l'usine de Béthune est condamnée, pour beaucoup c'est parce qu'elle subit de plein fouet la concurrence chinoise qui s'est installée sur le segment des pneus de moyenne gamme. Cela fait des années que les géants européens du pneu comme Michelin ou Continental en Allemagne alertent sur le dumping chinois. Les Chinois ont bâti en 20 ans une industrie du pneu qui aujourd'hui est massivement excédentaire, leur planche de salut inondée les marchés occidentaux. Pour eux, le pneu européen serait écrasé par la concurrence chinoise, freiné par un marché automobile arrivé à maturité. Les ventes de pneumatiques stagnent depuis plus de 10 ans en Europe. Dans ce contexte, l'arrivée des marques asiatiques à bas coût, notamment chinoises, comprime les prix et les marges en créant des surcapacités de production. Dans un communiqué, Christophe Rollet, directeur général de Point S, vice-président et trésorier du syndicat des professionnels du pneu, est d'un tout autre avis. Il a expliqué qu'aujourd'hui, on parle de Bridgestone à Béthune, mais il y a quelques mois, c'était Michelin. Les annonces de fermeture d'usines de pneus se succèdent en France. Parmi les principales raisons avancées par les manufacturiers, une surproduction et la concurrence chinoise. Il a rétorqué que ces arguments ne sont pas valables. Il a expliqué que les manufacturiers évoquent la concurrence des pneus chinois sur le marché français. Il a précisé que chez Point S, ils n'en vendent pas et que le marché du pneu en France est un marché majoritairement premium. Les pneus chinois low cost ne représentent pas la majorité des volumes écoulés, pas de quoi ébranler des leaders du secteur. Les vraies difficultés des industriels aujourd'hui en France sont tout autres. Les entreprises sont étouffées par la pression fiscale, que ce soit sur les charges salariales ou l'impôt sur les sociétés qui n'est toujours pas au taux promis. Le taux d'imposition est beaucoup trop élevé et empêche les entreprises d'investir
d'embaucher, de mieux rémunérer ou de sauver des emplois. Les manufacturiers ne vont pas réduire leur production, ils vont la délocaliser dans des pays pas forcément très éloignés pour réduire leurs coûts. Pour résumer, selon Christophe Rollet, le directeur général de Point S, les fermetures d'usines de pneus ne sont pas dues à une surproduction ou à la concurrence chinoise, mais aux surcoûts et taxes qui pénalisent trop les entreprises européennes. En 2017, des millions de bicyclettes ont été accumulées par des entreprises qui ont ensuite mis la clé sous la porte, ce qui a créé un océan de vélos usagés. Il y a 3 ans environ, des photos montraient des amas de vélos usagés jetés les uns sur les autres au beau milieu des métropoles. Que sont devenues les immenses piles de vélos qui poussaient comme des champignons dans les villes chinoises? Cet amoncellement a suivi la soudaine popularité des vélos en libre service dans le pays. Des dizaines d'entreprises avaient inondé les trottoirs de millions de bicyclettes à tel point que l'offre avait fini par largement surpasser la demande. Selon le gouvernement chinois, 20 millions de vélos de ce type étaient ainsi disponibles en 2017. Or, la majorité des entreprises auxquelles ils appartenaient ont mis la clé sous la porte. Ce sont donc les autorités locales qui doivent sortir de l'argent de leur poche pour se débarrasser des immenses cimetières à vélos. Yang Tongfei, un cadre de la China Recycling Co., estime avoir récupéré environ 4 millions de vélos afin d'en récolter le métal et les plastiques encore viables. Il détaille à Bloomberg que sa société dépense aux environs de 10 millions de yuan par mois, soit à peu près 1,25 million d'euros pour les racheter puis les recycler. Malgré les nombreuses opérations de récupération menées depuis l'effondrement du marché, des bicyclettes sont encore souvent retrouvées au bord des routes et au fond des rivières. D'autant qu'avec les mesures de sécurité mises en place par les autorités, les quelques entreprises qui restent sur le marché doivent régulièrement renouveler leur flotte, donc se débarrasser d'encore plus de bicyclettes. Avec la Covid-19, les Chinois, comme le reste du monde, préfèrent éviter autant que possible de prendre les transports en commun et les vélos en libre service ont quelque peu regagné en popularité. Cette fois en revanche, les entreprises en jeu ont dû promettre qu'elles seraient responsables du cycle de vie tout entier de leur bécane, un engagement qui les pousse à faire preuve de créativité. Mobike s'est par exemple aperçu qu'en réutilisant les composants de ces vélos usagés, elle pouvait créer du mobilier design. Elle s'est aussi servie du caoutchouc des pneus pour construire une piste d'athlétisme. Maintenant que le marché est tenu par une poignée de sociétés, il faut espérer que la gestion des vélos sera moins chaotique qu'en 2017. Près d'une soixantaine de sociétés se partageaient les trottoirs et ceux-ci paient encore les pots cassés de cette fulgurante ascension. La société chinoise d'exploitation minière spatiale Origin Space va mettre en orbite son tout premier robot de minage spatial. Le lancement est annoncé par IEEE Spectrum le 16 septembre. Le robot sera mis en orbite en novembre prochain pour tenter d'aller extraire des ressources à la surface des astéroïdes. La société chinoise d'exploitation minière spatiale Origin Space, basée à Pékin, va mettre en orbite son tout premier robot de minage spatial ou extracteur de ressources spatiales. Le robot sera lancé grâce à une fusée chinoise de la série Longue Marche. Il s'agit d'une première. L'exploitation des astéroïdes a toujours été une industrie considérée comme très fructueuse, mais aucune entreprise n'a pour le moment proposé de solutions technologiques viables pour y parvenir. Origin Space prévoit de déployer son robot extracteur de ressources spatiales d'ici le mois de novembre. Il est important de préciser que le robot, appelé Neo 1, ne développera pas une exploitation minière. L'objectif dans un premier temps est de tester les technologies développées par Origin Space. Dans un second temps, Yuanwang 1, un autre robot développé par cette entreprise chinoise, surveillera de plus près les astéroïdes qui passent à proximité de la Terre. Une étape indispensable avant de penser à extraire des ressources spatiales en grande quantité. Origin Space prévoit également de lancer Neo 2 d'ici 2022 pour cette fois-ci aller extraire des ressources sur la Lune. Le concept d'extraction de ressources dans l'espace est très controversé. De nombreux scientifiques demandent en effet des textes internationaux pour protéger le système solaire contre une potentielle exploitation commerciale, car les sous-sols des astéroïdes ou de la Lune renferment des trésors comme des métaux précieux, des gaz rares ou encore de l'eau. Parallèlement à cette mission privée, la Chine prévoit également de lancer la première station solaire dans l'espace d'ici 2025. Et pour finir ce journal, on se rend dans le village de Yuhu, chef-lieu de l'ethnie Naxi au Yunnan. Un petit village connu grâce à un explorateur et botaniste. L'aventurier s'y était rendu dans les années 20 et a inspiré la légende de Shangri-La. Le village de Yuhu, chef-lieu de l'ethnie Naxi au Yunnan,
vit encore au rythme paisible des traditions de la culture Dongba. Dans les années 20, sa beauté a attiré ici l'aventurier haut en couleur qui a inspiré la légende de Shangri-La, l'explorateur et botaniste Joseph Rock. Comme tant d'autres botanistes de l'époque, Joseph Rock a été envoyé au Yunnan pour étudier l'incroyable biodiversité de la région. Sauf que lui en est tombé complètement amoureux. Et il a installé son camp de base pour conduire toutes ses expéditions pendant 27 ans, ici, dans le village de Yuhu, au pied de la montagne du Dragon de Jade. 1922年的时候，洛克就已经到过玉湖村了。他30年的时候，他在丽江的纳西族当地发现了很宝贵的一种文化，就是纳西族的东巴文化。他对我们这个丽江，对我们纳西族，对我们玉湖古村落的依恋是十分的。De cet attachement profond, il a tiré le seul dictionnaire paru à ce jour qui traduit la langue des Naxi en anglais, ainsi qu'une série d'articles pour le National Geographic. Ce sont ces articles décrivant les paysages et les coutumes du Yunnan des années 30 qui ont inspiré à l'autre bout du monde le roman d'aventure dans lequel apparaît pour la première fois le nom de Shangri-La. Or ce nom devenu mythique permet aujourd'hui le renouveau économique de toute la région. 近几年来，我们玉湖村的这个名声的话呢，就是名气一点一点的提升。玉湖村过去是一个典型的传统的农业种植为主的一个农村。我们2004年的时候，村里边以这个村党支部为核心，党员为主体的话呢，成立了一个旅游合作社，把全村的老百姓这个聚在一起，共同的、公平、公正、有序的开展这个乡村旅游服务。现在目前玉湖村的主要的产业是发展这个乡村旅游业为主。 Nous quittons à présent le paisible hameau de Yuhu pour prendre de l'altitude. Direction Shangri-La, la ville. La route est difficile, mais elle vaut le détour. Perchée à 3200 mètres d'altitude, cette petite bourgade à majorité tibétaine a fait son apparition sur les cartes officielles du Yunnan en 2001. Dans un souci d'écologie, le gouvernement local a alors abandonné le commerce du bois au profit du tourisme. Pour marquer cette transition, la ville a changé de nom. Autrefois Zhongdian, elle a été rebaptisée Shangri-La et le succès a été immédiat. C'est que le nom porte bonheur. Tout ce qu'il touche se transforme en or. C'est vrai des hôtels, des produits alimentaires et des villes. Avec le changement de nom, Shangri-La s'est équipée d'un aéroport et elle reçoit aujourd'hui plus d'1 million de visiteurs par an. Plus d'une dizaine d'ethnies minoritaires y vivent en harmonie et portent fièrement leurs couleurs. Tout comme dans le livre, Shangri-La regorge de beauté naturelle et de trésors culturels. C'est donc tout naturellement qu'elle attire de nombreux aventuriers. J'ai rencontré Shangri-La, qui à l'époque s'appelait Zhongdian, en 1999. Et à ce moment-là, j'ai été invité avec des amis chinois. Depuis Pékin, j'avais fait un grand road trip de 3 mois. Je suis arrivé à Shangri-La, donc ça a été un peu dans ce moment d'adolescence, la rencontre de l'aventure, aussi subitement que Shangri-La. Conquis, Constantin s'est installé ici avec sa famille. Donc là, vous êtes en train de charger les chevaux pour la caravane qui part? Exactement, c'est une caravane donc, avec 6 autres en fait. Et en tout, il y a 26 chevaux pour cette caravane. Des coussins pour, en fait, dans la salle à manger, des couettes, les tentes évidemment, les piquets des tentes, les tables, les toilettes. Tout ça part en altitude pour aller jusqu'à 4000 mètres. Et vous voyagez comme au 19e en fait? On voyage un peu comme au 19e, c'est un peu l'idée de la caravane Lyotard. Iran. En digne héritier de Joseph Rock, Constantin et son équipe arpentent les sentiers hérités des caravanes de la route du thé. So, does everyone in Dakota have a horse? Yes, so almost every villager, every family at least have one horse. 1,000 years ago, the people around this area start to transfer the tea all the way from south of Yunnan to Tibet. Exactly. Before it was tradition, right now we have new business, go to hiking. Ces petits chevaux endurants ont troqué leur cargaison de thé pour des touristes, mais l'esprit de Shangri-La reste inchangé. Au sud des nuages, c'est un paradis pour les aventuriers. Et c'est déjà la fin de votre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Et retrouvez toute l'actualité sur mandarintv.fr. Excellente journée ou excellente soirée sur Mandarin TV.